Alors bonjour à tous, j'espère que ça va. Une petite vidéo de reprise donc sur le grand 3 et le petit questionnaire sur la représentativité que je vous avais demandé. Alors du coup, on va attaquer le grand 3. On avait fini le grand 2 en définissant ce que c'était un état parfaitement juste. Et on va voir que bah, finalement, ça ne suffit pas pour garantir vraiment la justice. Alors, donc j'ai donné un petit titre, hein, c'est pas parce que l'État est juste que la société l'est, hein, et c'est parfois même la justice de l'État qui rend les citoyens injustes. Alors ça, c'est ce qu'on verra dans l'ensemble du grand 3. On va commencer par un petit problème assez caractéristique de cette distinction entre la justice de l'État et la justice de la société civile, qui est le problème de la représentativité. Hein. En effet, il ne suffit pas que l'État soit juste, il faut encore que les citoyens puissent se mettre d'accord sur ce qu'est la justice. Hein. La justice, ce n'est pas simplement quelque chose qui est défini par des lois, c'est aussi quelque chose que le citoyen doit pouvoir accepter, il doit pouvoir consentir intérieurement avec ce qu'est la justice pour parler d'une justice réelle. Alors, d'abord, je vais faire une petite remarque de méthode sur la troisième partie. Alors, souvent, hein, je vous l'ai dit toute l'année, euh, un plan, c'est bah, un grand 1 qui est une thèse, un oui ou non, voilà. Un grand 2, c'est la critique du grand 1. Et le grand 3, une bonne solution pour faire des grands 3, c'est de rechercher une solution aux conséquences désagréables du grand 2. Hein. Par exemple, si on dit que, je sais pas moi, la liberté n'existe pas, mais bah, on peut dire bah, c'est pas pour autant que qu'on ne peut pas penser à une autre forme de libération ou quelque chose comme ça. Alors ici, le truc, c'est que bah, le grand 2 a l'air de donner que de l'agréable et pas de conséquences désagréables, puisqu'on dit qu'il est possible de définir un État capable d'une justice bien réelle, fondée sur la protection des libertés fondamentales des individus et une certaine redistribution des biens sociaux. Donc on a gagné en fait, on pourrait presque s'arrêter là. Alors au fond, on dit si on construit un État qui est de droit, c'est-à-dire qui protège les droits de chacun également et qui est un peu redistributeur, eh ben c'est bon, on y est. Alors qu'est-ce que ça pourrait être les conséquences mauvaises de cela, ou alors est-ce qu'il pourrait y avoir un effet pervers à ça? Ben, la réponse, à mon sens, ici, c'est que du coup, on considère que la justice doit être entièrement le produit de l'État. Et que du coup, le citoyen, il n'a pas grand-chose à faire à part obéir, à part se soumettre à l'État, au final. Au fond, on est en train de dire que la justice, c'est une affaire de loi, c'est une affaire de police, c'est une affaire étatique et c'est pas une affaire de consentement intérieur, d'assentiment. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vu dès le grand 1. On a dit, ok, la force, elle s'applique au corps, elle concerne les actes, elle concerne l'extérieur, mais la justice, c'est d'abord quelque chose qui relève de la pensée, qui relève voilà, de l'accord intérieur de la pensée avec des normes. Et s'il n'y a pas ça, ben, en fait, l'État a tout raté. Imaginez un État parfaitement juste, mais dans lequel tout le monde se ficherait éperdument de la question de la justice. Ben, à fond, voilà, ce serait une justice parfaitement vide, parfaitement vaine, parfaitement apparente, parfaitement de surface. Alors, du coup, il ne faut pas seulement que les lois soient justes, il faut encore que les citoyens puissent l'être, c'est-à-dire qu'il y ait des conditions dans lesquelles le consentement à la justice puisse être fait. Hein. Et c'est ce qu'on va voir dans cette première sous-partie, bah, c'est que c'est pas si évident, non seulement de se mettre d'accord sur la justice, mais tout simplement même de savoir si on peut se mettre d'accord, d'avoir un lieu dans lequel cet accord des citoyens avec les normes va être possible. Et c'est ce que j'ai appelé le problème de la représentativité, et vous allez le comprendre, c'est que bah, au fond, c'est pas sûr que l'accord des citoyens entre eux et avec les normes de justice, bah, puisse se faire, parce que c'est pas sûr qu'ils soient représentés par l'État. Alors, deuxième remarque, donc on va s'attaquer au problème de la représentativité, dans l'État de droit et en particulier donc de cette pratique qu'on a du vote. Un vote qui est supposé, voilà, rendre compte, représenter, la pensée de chaque individu, et qui est censé pouvoir, genre, permettre aux individus de s'accorder les uns avec les autres sur une certaine question. À partir du moment où on a accepté le principe du vote et de la souveraineté populaire, bah, on pense que du coup, bah, c'est gagné. Et ben en fait non, parce qu'il suffit pas de voter pour exprimer librement son opinion. Alors on va commencer par expliquer un peu ce que c'est qu'un vote. Un vote, c'est une procédure d'élection. Hein. Élire en latin, ça veut simplement dire choisir. Hein. Le vote, c'est ce qui atteste que j'ai librement consenti ou donné mon assentiment à une certaine idée. L'idée, c'est que, bon ça il suffirait de le dire, mais quand on a un choix collectif, on a un problème, c'est qu'on doit trancher entre plusieurs opinions, alors que chaque individu approuve pas la même chose. Hein. Et donc le vote, au fond, ça a l'air d'être une procédure qui répond au problème de savoir comment prendre une décision ensemble,
mais sans détruire cet ensemble du fait des divergences de préférences, hein, du fait des différences d'opinion. Heu, Ni évidemment de refuser de prendre la décision sous prétexte qu'il n'y a pas unanimité. Donc, vous voyez, on a un problème quand on prend une décision, tous ensemble, c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Donc, il y a des gens qui vont être frustrés, il y a des gens dont voilà, dont l'opinion ne sera pas représentée par la décision, dont l'opinion, finalement sera niée. Mais d'un autre côté, il faut quand même qu'on prenne des décisions, parce qu'on ne sera jamais tous d'accord et si on dit au moindre désaccord, bah, on ne prend pas de décision, bah, au fond, c'est perdu. Donc le vote, finalement, c'est une procédure qui a l'air assez rationnelle pour trancher à la fois le problème de l'urgence de la décision à prendre, il faut bien qu'on prenne une décision même si on n'est pas d'accord, et en même temps, bon bah ok, il y a du désaccord, mais au fond le vote permet voilà, de limiter finalement le désaccord avec ce désaccord. Hein, ça permet de limiter la frustration, de dire ok, bah, c'est pas mon opinion qui a été préférée, mais au moins j'étais d'accord avec la procédure. Le fait que ce soit la majorité qui ait raison, c'est quand même pas si déraisonnable que ça et bah, je me soumets vis-à-vis de l'opinion de la majorité et finalement, je consens à cette affaire-là. Alors du coup, le vote, comme je le dis, hein, ça semble apporter une solution. La décision sera prise et sera la plus représentative du choix collectif. Donc il faut à la fois trancher et être représentatif. Donc c'est ça le problème, enfin disons la solution qu'apporte le vote. Sauf que et ben, parfois, c'est plus compliqué que ça. Alors, par exemple, aux législatives en France, heu, vous savez qu'il y a plusieurs façons, hein, d'élire l'Assemblée nationale. On pourrait dire, on le fait de façon strictement proportionnelle, et du coup, tous les partis sont représentés, proportionnellement au nombre de votes, qu'ils ont eu, ce qui a l'air d'être effectivement très représentatif de l'opinion. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, on a un souci, c'est qu'on a du mal à faire dégager des majorités. Et en fait, c'est assez compliqué parce qu'il y a un éparpillement des partis et du coup, ça devient assez compliqué de prendre des décisions au quotidien, de voter des lois au quotidien. Donc en France, on a choisi une solution qui était pas tout à fait à la proportionnelle puisque vous savez qu'aux législatives, hein, donc quand on vote pour les députés à l'Assemblée nationale, eh ben, en fait, on a, un système de scrutin à 2 tours où, finalement qui vont favoriser les gros partis, puisque voilà, c'est un peu comme des mini présidentielles, hein, à chaque fois et du coup, bah, il y a un report de voix possible et si le parti pour lequel on avait voté au premier tour, et ben, passe pas, ben, on va voter pour, le parti le moins éloigné de notre opinion politique, même si c'est pas notre préféré et du coup, ça va avoir tendance à produire plus facilement des majorités. Mais du coup, on se retrouve avec des paradoxes assez étonnants du type, ben, en France, il y a une assez grande partie de la population qui vote Front National et pourtant il y a assez peu de sièges Front National, à l'Assemblée parce qu'on a un système qui vont favoriser, les partis dominants et en l'occurrence, on a une grande majorité, La République En Marche. Donc vous voyez, ici, on a un problème, c'est que et la France l'a tranché, plutôt par la question de l'urgence de la décision, par la question de l'efficacité, hein. Est-ce qu'on va favoriser, des grosses majorités ou est-ce qu'on va favoriser une meilleure représentativité, mais avec un risque de dispersion et un risque de blocage des institutions? Alors, 2e problème qu'on va voir, c'est que le vote, ça a l'air simple, hein. Le candidat, qui gagne, doit être celui qui a le plus de voix. Sauf qu'en fait, dans un choix complexe, l'opinion qui a le plus de voix pourrait aussi être la plus détestée. On va prendre un petit exemple. Choix A a 40 des voix, B 30, C 20 et D 10. Donc A a une majorité, il gagne. Sauf qu'en fait, on peut aussi imaginer que tous ceux qui ont voté pour B, pour C et pour D détestent absolument A et seraient prêts à tout pour éviter ça. Et que si par exemple il y avait un second tour, bah, tout le monde voterait B et du coup c'est B qui emporterait les élections. Donc on voit celui qui a le plus de voix, c'est pas forcément le préféré ou en tout cas c'est pas forcément le moins détesté. Et on voit bien que A ici, c'est intéressant, a l'air d'être le choix le plus représentatif. Alors c'est vrai au premier tour, mais c'est complètement faux au deuxième tour. Il est moins représentatif que B, par exemple, qui avait que 30 des voix. Donc on voit ici en fait que, en fait, ce que ça veut dire être représentatif pour un vote, eh ben, en fait, c'est une question qui est vachement compliquée et c'est pas si évident que, bah, l'opinion des gens puisse être, librement exprimée, puisse être vraiment représentée, par les institutions et du coup, c'est pas du tout évident que la justice, qui est censée être, l'expression d'une opinion librement décidée, bah, puisse vraiment être exprimée et puisse vraiment être formée en tant qu'opinion. Alors, je vous avais, demandé du coup de regarder une petite vidéo, hein, qui présentait, 3 grands systèmes de vote et du coup, d'en évaluer un petit peu les mérites et les inconvénients.
Alors, on va commencer par le système français, qui est le système uninominal. Alors, dans le petit quiz, hein, c'est un peu plus précis que ça, parce qu'en France, au présidentiel, on a un scrutin qui est uninominal, c'est-à-dire on vote que pour une seule personne. Majoritaire, c'est à la majorité qu'on l'emporte et à deux tours. C'est-à-dire que, à moins d'avoir une majorité absolue au premier tour, on fait un second tour dans lequel voilà, ce sera celui qui aura une majorité relative qui remportera l'élection. Sauf que, bon, enfin, elle sera absolue puisqu'il n'y a que deux candidats. Donc voilà, uninominal, ça veut dire qu'on vote que pour un candidat. Alors le problème. Eh ben, le problème de ce système, c'est que tous ceux pour qui on ne vote pas sont mis exactement au même niveau d'exclusion. Et du coup, ça reflète pas du tout l'intensité de la préférence ou de la détestation des autres candidats. Il y a donc une grande influence des petits candidats sur les vainqueurs du premier tour. Deux candidats qui sont très proches, par exemple, vont se nuire, alors que ceux qui ont voté pour l'un seraient assez d'accord pour voter pour l'autre. Alors ça, c'est ce qui s'est passé aux élections. Moi, je me souviens, j'étais en terminale cette année-là, donc c'est en 2003. Donc Jospin avait été enfin, avait pas réussi à passer au second tour des présidentielles et donc Jean-Marie Le Pen était passé au deuxième tour contre Chirac et Chirac l'avait emporté à plus de 80% au deuxième tour assez facilement. Bon, alors qu'est-ce qui explique ça? Bon, peut-être c'est la personnalité de Lionel Jospin, etc. Mais il y avait deux candidats à gauche hein, très proches qui étaient donc Christiane Taubira et Jean-Pierre Chevènement, si mes souvenirs sont exacts, et qui du coup étaient assez proches, quoi, et qui ont quand même euh, pris un assez gros pourcentage des voix enfin, qui seraient normalement allées à Lionel Jospin. Et du coup, bah, il s'est retrouvé qu'avec 12,2%. Donc le fait d'avoir des candidats finalement proches, c'est-à-dire assez d'accord, et avec lesquels finalement les jospinistes n'étaient pas très éloignés des gens qui soutenaient Taubira ou Chevènement, et inversement, bah, le fait d'avoir des candidats proches, donc d'avoir plus d'alliés, bah, en fait ça nuit à Lionel Jospin. Vous voyez, ça produit l'effet inverse de ce que ça aurait dû produire. La présence de petits candidats proches dans son camp et qui ont en fait aucune chance d'aller au bout est une véritable nuisance. Et dans la vidéo, il dit c'est comme si voilà, celui qui gagnait les Jeux Olympiques du 100 mètres, c'était celui qui était le moins retenu par le short, hein, ce qui était assez absurde. Alors, de fait, cette idée-là est assez intéressante parce que ça veut dire que dans le scrutin uninominal, en fait, mettons que vous êtes très centriste, hein, vous votez vraiment au centre, 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 ça veut dire que quand vous votez pour votre candidat préféré, en fait, vous votez c'est comme si vous disiez: «Je déteste autant les extrêmes que les partis traditionnels qui sont, pas tout à fait centristes, mais quasiment centristes» et vous voyez, en fait, ça reflète pas du tout les nuances de nos préférences. Alors, deuxième conséquence, 2e problème et qui est en fait une conséquence du premier, c'est que du coup, ça encourage des stratégies. Ça encourage le vote utile, par exemple, où on va pas voter pour le candidat qu'on préfère, mais pour celui, voilà, qu'on aime moins, mais qui est mieux placé, qui est pas trop loin de nos opinions. Ou alors le vote protestataire, hein, on vote pour quelqu'un qu'on déteste, mais simplement, voilà, parce qu'on sait que notre candidat préféré a aucune chance et qu'on veut juste empêcher, voilà, un autre candidat, de passer. Alors, c'est un petit peu un problème en démocratie quand il s'agit de bien exprimer son opinion, qui est quand même l'essentiel de la question de la justice. Bah, ça veut dire que c'est irrationnel de voter pour celui qu'on préfère si on n'est pas sûr qu'il est majoritaire. Alors que le but d'un vote, c'est justement exprimer sa préférence. Donc ici, on a un vrai problème. Alors, une petite nuance quand même, en France, on a un scrutin à deux tours. Et vous voyez, le fait de rajouter un deuxième tour, ça limite un peu cet effet pervers du scrutin uninominal. C'est-à-dire qu'on a quand même une deuxième chance pour se prononcer. Alors du coup aussi, on a par exemple une préférence pour un petit candidat qui donc passera jamais au deuxième tour. On a quand même une deuxième chance, si vous voulez, pour se prononcer pour un candidat qu'on aime moins, mais qu'on aime mieux quand même que l'autre, ce qui limite un peu l'effet pervers voilà, du vote uninominal. Ça permet par exemple un report de voix. Alors, donc ça c'était le premier type de scrutin, le scrutin uninominal qu'on a vu, et on voit bien qu'il pose un sérieux problème. Alors, du coup, comme alternative, on peut proposer un vote par classement. Donc, alors ça c'est un. Donc la vidéo hein, que je vous ai montrée explique comment on le dépouillait. Hein. L'idée c'est que voilà, on simule autant de tours qu'il y a de candidats et on élimine le dernier à chaque fois. Alors ça, c'est un énorme avantage, c'est que ça permet de beaucoup mieux exprimer son opinion et donc du coup de trouver un accord raisonnable hein, par le vote, puisque ça permet de nuancer tous ses seconds choix. De dire, ah, voilà, moi j'aime beaucoup lui, mais je veux quand même pas pénaliser lui, alors que je l'aime un peu moins, mais que bon, ça va. Et par contre, lui, je le déteste vraiment et voilà, je vais le mettre tout en bas de ma liste pour être sûr de ne pas l'aider.
Alors du coup, c'est bien parce qu'on rejette ces seconds choix à un niveau différent, hein. On nuance, ces rejets et voilà, on aide quand même ceux qu'on place en second, par exemple, hein, et ça permet d'avoir l'opportunité d'exprimer sincèrement ses préférences sans avoir à voter utile, hein, sans avoir à faire des espèces de petits calculs, ni avoir à, voilà, à, comment dire, à refuser l'expression de sa préférence. Alors, le problème du classement, ça a l'air d'être super bien, mais ça marche pas si bien. Pourquoi? Bah, d'abord, bah, classer plein de candidats, c'est pas facile. Euh, ok, classer le premier, le deuxième et le dernier, aucun problème, mais entre le cinquième et le septième, c'est pas forcément si simple que ça de classer ses préférences. Euh, Deuxième paradoxe, qui est vraiment le paradoxe vraiment important, il s'appelle le paradoxe d'Arrow. Alors, le paradoxe d'Arrow dit que, en fait, on ne peut pas dépouiller correctement une somme de classements sans arriver à des absurdités du type, bon, ben, il y a une majorité de gens qui préfèrent A à B, une majorité de gens qui préfèrent B à C, mais en fait, il y a aussi une majorité de gens qui préfèrent C à A. Enfin, le fait d'additionner des classements avec, les uns avec les autres, ça produit ce genre d'absurdité. On peut dire qu'il n'y a pas de transitivité dans le vote. Hein, c'est-à-dire que la transitivité en mathématiques, c'est que si je vais l'écrire, hein, si A est supérieur à B et que si A est supérieur à B et que B, B est supérieur à C, alors ça implique forcément que A est supérieur à C. Donc ça s'appelle la règle de la transitivité. Et la règle de la transitivité ne s'applique pas quand on additionne des classements. C'est un des effets pervers de ça. Alors, bon, il y a une raison hein, qui est un petit peu compliquée, mais c'est parce qu'en fait, on vote pas pour les candidats les uns indépendamment des autres, on vote pour les candidats les uns par rapport aux autres. Hein, et c'est ce qui va produire ce type d'absurdité mathématique. Donc quand on additionne les classements, hein, l'idée que si A est supérieur à C et B supérieur à B, alors A devient supérieur à C est fausse, hein, car il peut y en avoir beaucoup pour préférer C à A. Alors la conséquence du coup de ce paradoxe, c'est qu'en progressant dans l'opinion, on peut se voir descendre dans le classement, hein, parce que l'adversaire du second tour peut changer au profit du report de voix ou inversement. On peut être troisième et être le vrai préféré du second tour. Hein, dans l'exemple de la vidéo, il explique que Bayrou, par exemple, aux élections, donc c'était 2000, non, je ne me souviens plus, 2007, Ségolène, non 2008, Sarkozy, non ça avait Sarkozy Chirac, et donc c'est 2013, ça, 2013. Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy. En fait, celui qui avait virtuellement le plus de. Si on avait fait un classement, si on avait fait un vote par classement, c'est Bayrou qui aurait remporté les élections. Mais le fait d'avoir un système, d'avoir un système comme on a en France, ça a empêché que ce soit le cas. Euh, Bien. Alors, en plus, ça encourage le vote stratégique, c'est-à-dire que du coup, on pourrait avoir intérêt à voter pour celui qu'on déteste le plus, histoire que l'adversaire du second tour ou l'adversaire du tour d'après soit plus facile à battre pour notre candidat préféré. Donc, en gros, il faut voter le contraire de ce qu'on pense, justement bon, c'est une autre forme de vote utile, hein, voilà, si vous voulez, mais c'est un vote utile. C'est vraiment un vote stratégique pour le coup, parce que le vote utile, c'est on vote quand même pour quelqu'un qu'on aime bien, mais qu'on aime un petit peu moins, juste parce que c'est plus réaliste. Là, le vote stratégique, c'est vraiment on vote pour quelqu'un qu'on déteste juste pour changer le candidat du second tour. Ce qui est quand même particulièrement retorse. Et oui, ça engage à faire du pari, de la spéculation sur quelque chose où on devrait simplement pouvoir exprimer notre sentiment de la justice. Alors, la solution que propose la vidéo et à laquelle donc, j'avais initié un petit peu les TL en début d'année quand on avait fait des élections des délégués de classe, donc c'est une solution qui a été inventée par deux mathématiciens, hein, Fidel Araki et Michel Belinsky, qui est la technique du jugement majoritaire. Là, il s'agit du coup non pas de classer, mais de juger individuellement chacun. Alors, les deux problèmes que pose le vote individuel et le vote par classement, c'est que le vote individuel, le problème c'est qu'on se prononce que sur un candidat et que du coup on dit rien des autres, et du coup ils sont tous dans le même panier, même si on les déteste plus ou moins, ou si on les aime plus ou moins. Et le problème du vote par classement, c'est qu'on ne se prononce pas individuellement sur chacun, mais on se prononce relativement sur chacun, et c'est ça qui entraîne le paradoxe d'Arrow. Donc il faut à la fois qu'on évite ces deux problèmes. Alors il y a des systèmes hein, qui ont déjà été inventés et qui d'ailleurs sont pas mal. Hein, c'est le système du classement par points, par exemple. Là, on va attribuer une note à chacun, donc comme ça, et, voilà, on se prononce vraiment pour chacun individuellement et pas juste sous forme de classement, et on se prononce effectivement sur chacun.
Et par exemple, on peut imaginer, on additionne toutes les notes et celui qui a le plus haut score gagne, ou celui qui a la plus haute moyenne gagne, hein, selon comment on fait. Alors ça c'est plutôt pas mal, mais le problème, c'est que ça fait peser très fort les 20 et les zéros, hein. Les solutions extrêmes, du coup, prennent une grande importance. Vous voyez, ça fait en sorte que si vous mettez un 20, vous voyez, ça annule complètement quelqu'un qui a mis un enfin, quelqu'un qui a mis un enfin, mettons, vous surévaluez, la note de quelqu'un, vous voyez, ça gomme finalement un petit peu les notes médiocres qu'il pouvait avoir. Donc la solution du jugement majoritaire, elle sert à diminuer ça et à faire en sorte qu'un 12 ait beaucoup d'affluence et un 20 pas trop. Alors que quand on fait par note, au contraire, c'est quand un 12 a pas beaucoup d'influence et un 20 a beaucoup d'influence parce qu'elle va changer beaucoup le total, elle va changer beaucoup la moyenne. Donc l'idée voilà, de Ridel Araki et de Balinsky, c'est de faire en sorte qu'un 12 a quasiment autant de force qu'un 20, sauf en cas d'égalité. Et c'est ça qui est assez malin, hein, dans leur système. Donc la solution du jugement majoritaire consiste donc à mettre des mentions à chaque candidat, hein, des mentions, donc vous vous souvenez, hein, c'est bien, bien, très bien, excellent, etc. Séparément, donc on peut mettre la même mention enfin, à deux candidats, hein, il n'y a pas de problème, on peut dire deux candidats, bah, c'est bien, ou deux candidats, c'est assez bien. Et ensuite, on regarde quelle est sa mention majoritaire, c'est-à-dire la mention que lui donne au moins 50% des gens. La mention à minima que le candidat reçoit de au moins 50% des gens. Donc vous voyez en fait que la personne ait eu excellent ou qu'elle ait eu bien, en fait, si sa mention majoritaire c'est assez bien, ça change pas grand-chose. L'important c'est qu'il y ait au moins 50% des gens qui donnent assez bien. Ce qui fait que ça élimine un petit peu les effets de grosses pesées du 20 et du 0. Voilà, donc ça c'est une solution qui me semble, moi je trouve vraiment très intéressante, hein, qui montre un petit peu l'inévidence du vote, hein, qui a l'air d'être un truc très simple, hein. Voilà, on vote, celui qui a le plus de voix, il gagne. C'est donc voilà, l'opinion des gens est clairement représentée et du coup l'idée de justice, on peut dire qu'elle procède du consentement intérieur des personnes, hein, elle procède d'un libre accord de la pensée avec une idée et où on peut s'apercevoir qu'en fait, bah, très souvent dans les systèmes de vote qu'on a, c'est pas le cas et que non seulement l'opinion, enfin et que en fait l'opinion elle pouvait pas se faire parce qu'elle pouvait pas être représentative et la représentativité, on sait que c'est un truc extraordinairement important puisqu'on sait que le manque de représentativité d'un système fait que les gens se dégoûtent assez vite de la politique et c'est un peu une des crises que traversent les démocraties modernes, hein, aujourd'hui, les démocraties contemporaines plutôt, que les gens se sentent pas forcément bien représentés par leur élite dirigeante et que du coup, bah, voilà, ils ont tendance à se dire, bah, à quoi bon la démocratie? Pourquoi se fatiguer avec ce régime? On aboutit à voilà, comme disait Coluche, hein, la tyrannie, c'est ferme ta gueule et la démocratie, c'est cause toujours. Et donc, on a l'impression que démocratie et tyrannie sont à mettre à peu près sur le même plan, euh, à part que la démocratie met un petit peu plus les formes, hein. Voilà, du coup, je fais rapidement ma transition et donc on continuera avec un texte de Hannah Arendt la prochaine fois. Donc voilà, moi je vous propose de garder cette idée qu'effectivement c'est quand même possible, hein, d'instaurer un gouvernement vraiment représentatif et que du coup il est quand même possible pour les citoyens d'être justes, hein, et l'État juste peut permettre à la justice comme idée de se faire accepter par les citoyens. Alors, le gros problème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand l'opinion des citoyens est injuste? Qu'est-ce qui reste de la justice? Et je vais m'aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'un État juste est capable de rendre les hommes justes ou est-ce qu'au contraire, les garanties de justice et en particulier de représentativité qu'il propose, est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour les hommes d'en profiter pour masquer leurs injustices? Hein, si les hommes sont injustes, la garantie de la représentativité, eh ben, c'est l'assurance de l'application de la décision injuste. Au fond, plus l'État est juste et plus les hommes sont injustes, plus on est sûr d'avoir des choses horribles qui se passent dans un pays. Si les gens sont injustes, la justice d'État finalement se retourne un peu contre lui-même, hein, puisqu'elle va garantir en un sens que les pires lois puissent être acceptées. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'exemples, il suffit de penser à l'interdiction du vote des femmes jusqu'à très tard dans la République française, la ségrégation des Noirs aux États-Unis. Il suffit de penser au fait que Hitler a été élu démocratiquement. Et finalement, vous voyez, la garantie de justice qu'apporte l'État se retourne contre lui-même et permet aux hommes injustes bah, de voir leur opinion respectée en un sens et de donner au fond une consistance à l'injustice populaire. Alors du coup, la question qu'on va se poser, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait quand la majorité perd la boule? Est-ce que l'État est encore capable de justice ou est-ce que finalement la justice d'État ne l'empêche pas de garantir la justice de la société?
Voilà, j'espère que ça aura été assez clair. Je pense que les vidéos étaient que je vous ai demandé de regarder, ou la vidéo que je vous ai demandé de regarder était, je pense, encore plus éloquente. Elle est très bien faite, hein, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est encore plus clair que ce que je viens de faire, mais je voulais quand même le raccorder un petit peu au propos général. Alors, pour ceux qui seraient curieux de ces questions de statistiques du vote, il y a une autre vidéo que je trouve qui est beaucoup plus courte, qui est assez rigolote, qui s'appelle La statistique expliquée à mon chat. Je vous montre, c'est hyper marrant. Euh, voilà. Est-ce que c'est Monsieur le Président, avez-vous gagné cette élection? Voilà, donc il a fait beaucoup d'autres choses, mais celle-là elle dure 5 minutes et elle propose de comparer statistiquement 5 modes de scrutin et à chaque fois on a un gagnant différent et du coup on se demande si la représentativité est même possible, hein. Et c'est donc ce qu'on a fait aujourd'hui avec comme sous-entendu que si la représentativité était impossible, alors au fond l'État pourrait être autant juste qu'il veut, les citoyens le seraient jamais. Voilà, je vous recommande cette chaîne, je la mettrai sur mon site en lien, hein, si vous voulez. Il y en a beaucoup d'autres. Le 26 novembre 2006, le Voilà, bon, il y a beaucoup de choses vraiment chouettes. L'homéopathie aussi, qui sont assez rigolotes, c'est assez rapide et c'est des maths pas trop compliquées. Voilà, ben, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.